Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de ce journal. Pollution et tourisme de masse, le maire Gaston Tonsang dit stop au super paquebot à Bora Bora. C'est la première fois qu'en Polynésie un maire prend position. Vous verrez pourquoi. 17 morts, c'est le bilan du coronavirus en Chine et le risque de mutation inquiète l'OMS. Plusieurs autorités dans le monde, dont la Calédonie, ont renforcé les contrôles dans leurs aéroports. En Polynésie, l'ADT attend toujours le feu vert du gouvernement. Également dans l'actualité, le coup de gueule du syndicat des étudiants par rapport aux bus censés être gratuits. Depuis décembre, certains se retrouvent à payer leur transport scolaire. En sport, focus sur Claudine Yuhing, à bientôt 50 ans, notre championne aux multiples médailles en haltérophilie et autres disciplines, est notre 7e nominée pour les Trophées du sport 2020. Enfin, pour terminer, retour aux sources des traditions chinoises avec la danse du lion enseignée par Charles Lo. Découvrez l'entraînement des danseurs qui chaque année chassent les mauvais esprits. C'est dans notre rubrique Au cœur du Fénois. Ils sont trop polluants et trop envahissants. Gaston Tonsang ne veut plus de super paquebot à Bora Bora. L'information a été révélée par Radio 1. À cela, le maire ajoute « Je préfère accueillir tous les jours des paquebots de très grand luxe de 300 passagers qu'une fois par an des paquebots de 7000 touristes. » Au-delà de l'enjeu économique, Gaston Tonsang tient à préserver l'environnement fragile de la perle du Pacifique à ce qu'elle reste surtout une destination haut de gamme. Brigitte Olivier, Patrick Tsinsing. Pas plus de 1000 croisiéristes par jour, c'est le vœu du maire de Bora Bora qui souhaite ainsi interdire l'accès de son île aux très très gros paquebots. La raison, le souci environnemental et la continuation d'un service de prestation d'exception. On a vu défiler des paquebots énormes, jusqu'à 7000 passagers, des fois 3 paquebots de 2000 à 3000 passagers en même temps dans le lagon. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas d'abord assurer le service. On ne peut pas servir tout le monde. Et aussi, je pense à mon lagon, il est fragile. La ministre du Tourisme comprend cette préoccupation du maire de l'île la plus connue de la Polynésie, mais déjà, un premier problème se pose. Gaston Tonsang est au courant que les itinéraires des paquebots sont décidés 2 ans à l'avance. Donc il sait que si on devait effectivement, dans le cadre des escales, organiser les escales de navires de moins de 1000 passagers sur Bora Bora, ce ne sera pas avant horizon 2022, voire 2023. Hiro Kele, très impliqué dans le développement touristique de Moorea, souligne de son côté que les super grands paquebots sont plutôt rares et que cette décision profitera aux autres îles moins regardantes. Si effectivement Bora perd ses 12 touchés, on va dire, ces 12 jours dans l'année où elle ne va plus bénéficier des prestations de ces gros bateaux, nous à Montréal, on est contents. Ça fera 12 jours en plus pour nous. Et pour vous, des paquebots, des super paquebots 12 jours par an, c'est pas ça qui pollue vraiment? Ben non, c'est bien sûr que non. Si on était à 50, 100 jours par an, je vous dirais oui, mais 12 jours, non. Je suis très étonné de la décision du maire. Même réaction des artisans tahitiens qui sont satisfaits de la manne apportée par les croisiéristes. On est contente. On est contente si Bora Bora ne veut plus des gros paquebots comme nous. Nous, on a toujours besoin des clients. Alors, quid de l'avenir des villes flottantes en Polynésie? Pour la ministre du Tourisme, le problème se résoudra tout seul. Les grandes compagnies de croisière, puisque je les rencontre chaque année, ont conscience qu'elles doivent aussi, et on le voit, elles créent également des flottes de petite capacité. Et c'est vrai que c'est celle-là que l'on souhaiterait avoir en tête de ligne en Polynésie. Optimisme ou simplement lucidité de la part de la ministre qui sait très bien que de plus en plus de ports touristiques dans le monde entier ne veulent plus d'énormes paquebots dans leurs eaux. Voilà, selon le dernier compte rendu du Conseil des ministres, les touristes, toutes catégories confondues, ont dépensé 65 milliards de francs pacifiques en Polynésie en 2018. 23% ont été dépensés par les croisiéristes. Au chapitre sanitaire, le bilan du coronavirus s'est encore alourdi en Chine avec 17 morts. Pour l'instant, plus de 500 patients ont été diagnostiqués dans le pays. L'Organisation mondiale de la santé réunie ce mercredi devrait décider demain s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale, en sachant que le virus se transmet par les voies respiratoires et qu'il pourrait muter et se propager. Plusieurs autorités dans le monde, dont la Calédonie, ont renforcé les contrôles dans leurs aéroports. En Polynésie, rien n'a encore été décidé. Les réactions recueillies par Stéphane Ratino et Jérôme Lee.
Des masques sur le visage, le symbole à la fois de l'inquiétude de la population chinoise, mais aussi un des moyens de protection individuelle pour faire face au coronavirus. À ce jour, plus de 500 cas recensés et 17 décès. Dans les rues de Papeete, la population est informée de cette épidémie qui est installée en Asie. Au stade actuel, les autorités locales considèrent comme faible la possibilité d'introduction du virus en Polynésie, mais la vigilance reste de mise partout. On n'est pas trop inquiète, on est un peu loin, donc ça va. Et puis après, c'est un peu contrôlé, donc ils vont peut-être trouver quelque chose. Enfin, ils contrôlent dans les aéroports, donc il n'y a pas de souci. Donc tu es sereine, quoi? Oui, je pense, oui. Il faut s'attendre à toute éventualité. Hein. On ne sait jamais. Hein. Tu suis ça avec beaucoup d'attention alors? Oui, beaucoup. Tu es inquiet alors? Oui. Inquiète aussi pour les jeunes aussi. Et surtout pour nous, les gens âgés. Qui travaillent, oui. On est inquiets. Et tu as peur quoi, que les touristes l'amènent depuis l'Asie? Oui, et ça va arriver. À Nouméa, dont l'aéroport a une liaison directe avec la Chine, des mesures de prévention ont été décidées dès l'arrivée des passagers. Une caméra thermique assure des contrôles. Le but, prévenir. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, devrait émettre un certain nombre de directives dès demain à destination des autorités sanitaires du monde. L'origine du mystère du virus reste entier, mais sa transmission d'homme à homme est, elle, une certitude. Discutablement un nouveau virus, un nouveau coronavirus dont on ignorait tout jusqu'il y a encore quelques jours, qui est capable d'infecter l'homme, qui a une origine animale, c'est à peu près certain, qui est passé par un animal qui a pu être en contact avec l'homme. Ça s'est passé en Chine, tout ça c'est certain aussi, et c'est pas un virus qui a circulé depuis très longtemps. Là maintenant il n'y a plus de doute sur le fait que cette transmission interhumaine existe et que donc on peut être contaminé si on est exposé à des gens qui sont infectés et eux-mêmes excréteurs de virus. À ce jour, 4 pays hors de Chine ont recensé des cas de maladie. Aucun en France. La ville de Wuhan, foyer de l'épidémie, reste confinée dans un huis clos. Ni bus, ni avion, ni ferry ne la desservent désormais. Et le bureau de veille sanitaire informe que si vous avez séjourné en Chine et que vous présentez des symptômes respiratoires accompagnés de fièvre et de toux, contactez rapidement le SAMU au 15. N'allez surtout pas directement chez votre médecin, dans un dispensaire ou aux urgences pour éviter toute potentielle transmission du virus à d'autres personnes. Et parallèlement à ces nouvelles pathologies, la lèpre, maladie éradiquée en France en dehors de la population des migrants, n'a jamais disparu de la Polynésie. À quelques jours de la journée mondiale des lépreux, gros plan ce soir sur les quelques patients vivant à Orofara, avec 3 à 8 nouveaux cas chaque année. La maladie reste encore difficile à déceler, mais elle se soigne. Le point avec Laurence Pourteau et Patita Savia. Teiki et Rosalie sont parmi les 2 derniers habitants d'Orofara, à Mahina. Ce que l'on appelait autrefois le village des lépreux est devenu le lieu de retraite de ces malades longtemps stigmatisés. Autrefois, on ne savait ni dépister, ni soigner, ni même ralentir la maladie. À cause de la lèpre, j'ai dû partir à 5 reprises en France pour me faire opérer du nez. Cette maladie, qui se transmet par les voies aériennes, nez et bouche, se fait rare. Selon l'OMS, elle affecte encore 2 foyers majeurs, le Brésil et l'Inde. Elle a cependant disparu pour bon nombre de médecins occidentaux qui ont du mal à l'identifier quand ils y font face en Polynésie. La maladie de la lèpre, en réalité, c'est une maladie neurologique. C'est une bactérie, c'est une maladie infectieuse, c'est une bactérie qui touche les nerfs périphériques, de préférence, mais les premiers signes sont les signes cutanés, avec des taches sur la peau. Alors si vous avez une tache qui ne s'en va pas, qui persiste, accompagnée d'une trouble de sensibilité, pensez à la lèpre et allez consulter votre médecin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, lorsque la lèpre est identifiée, elle est soignée et disparaît en quelques jours. Mais elle présente un inconvénient majeur. L'infection peut en effet mettre des années à se déclarer chez le patient. Et la difficulté de la lèpre, en termes de santé publique et des enquêtes de dépistage, c'est que le temps d'incubation est extrêmement long. C'est de l'ordre de plusieurs mois à plusieurs années, voire, selon certains auteurs, plusieurs dizaines d'années. Donc c'est très compliqué de faire des enquêtes de dépistage. Reste que la stigmatisation et les légendes subsistent. Dans leur petit village, Teiki et Rosalie reçoivent peu de visites. L'expression pestiférée prend encore ici tout son sens. Oui, j'ai honte.
On nous insulte. J'ai attrapé cette maladie parce qu'on m'a jeté un sort. Je n'ai pas d'autre choix d'accepter cette maladie que tout le monde appelle la lèpre. On ignore pourquoi la pathologie persiste en Polynésie. L'an dernier, moins de 10 nouveaux cas y ont été recensés, parmi lesquels ceux de 2 enfants de moins de 6 ans. Avant de refermer ce chapitre sur la santé, les bénévoles de l'Ordre de Malte se mobilisent samedi et dimanche pour une levée de fonds organisée dans les grandes surfaces de Arwif, Aa et Punaouia. Les fonds seront entièrement reversés aux lépreux. Également dans l'actualité, ce coup de gueule des étudiants. Souvenez-vous, en début d'année, le Conseil des ministres a annoncé la gratuité des bus dès la rentrée d'août 2019 pour plus de 4000 étudiants de l'université, de la CCISM et bien sûr les élèves de BTS de Tahiti et Ayatea. Sauf qu'en réalité, certains étudiants se retrouvent à nouveau depuis le mois de décembre à payer leur transport. Les explications de Mario Leroy et Jérôme Lee. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais c'est tout le temps les mêmes chauffeurs en fait. Il y a des chauffeurs qui sont bien agréables. Après, il y a des chauffeurs, ils ne sont pas vraiment agréables, quoi. Mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est l'incompréhension chez les étudiants. Ils ont normalement jusqu'au 14 février pour faire leur demande de carte de transport. Mais des chauffeurs leur demandent déjà de régler leur passage s'ils ne l'ont pas. La carte, c'est déjà fini leur carte. Si un autre carte c'est pas fini leur carte, ils vont payer. Ça c'est 125. Voilà, on nous a dit de faire payer 125 pour le 250. C'est le précieux sésame de l'étudiant pour voyager gratuitement. Après on va montrer, validé, vert, c'est bon. Pour l'obtenir, il faut remplir une demande. À la DG2E, au début de l'année de ma rentrée. D'autres ont effectué la démarche, mais dans l'attente, ils doivent payer. J'ai fait ma demande le 12 décembre et normalement c'était à cette rentrée que je devais récupérer ma carte d'étudiant et ils m'ont dit d'attendre encore un peu. 2 conditions sont à remplir pour bénéficier de cette mobilité, avoir le statut d'étudiant et être assidu. C'est quelque chose qui s'est mis en place très rapidement. Il est possible qu'il y ait quelques ajustements opérationnels à faire avec les chauffeurs de bus, au niveau des étudiants, au niveau de la communication. En tout état de cause, il faut retenir que c'est vraiment un avantage important et que les étudiants doivent en prendre conscience aussi. Si tu n'as pas la carte, je suis d'accord exactement. En effet, cependant, certains chauffeurs de bus abusent de leur pouvoir et on profite de faire payer à certains étudiants leur place dans le bus, sachant très bien qu'ils ont leur carte, en leur disant fortement que la carte est valable juste pour 2 trajets. Pour la direction de l'enseignement qui gère la gratuité des transports, ces cartes offrent une mobilité sans restriction. Une solution est proposée pour les dossiers en attente. Pour ceux qui n'ont pas eu une carte, une attestation provisoire va leur être délivrée d'ici la semaine prochaine. Et cette carte se substituera momentanément dans l'attente de la délivrance de la carte de transport des étudiants. Près de 4500 étudiants peuvent bénéficier de la gratuité des transports. Ils ont jusqu'au 14 février pour en faire la demande. Et le syndicat des étudiants a rencontré le ministre René Temeharo hier. Il demande à ce que toute anomalie soit à signaler. Et puis suite à l'appel à la grève dans l'enseignement demain, la ville de Papeete a décidé de fermer les écoles de Raitama, Hitivainui à Titioro, Vaitama et celle de Paofei. Ces écoles accueilleront à nouveau les élèves vendredi. Et puis direction les îles sous le vent, l'OPT poursuit le déploiement du câble sous-marin Manatua reliant Tahiti à Samoa en passant par Niue, Aitutaki. Il est arrivé aux îles sous le vent donc aujourd'hui, un projet qui aura coûté 5 milliards 3, financé à hauteur de 2,3 milliards par l'OPT avec une contribution bien sûr de l'État et du pays. Les précisions de Yannick Teri-Eroiterei, président de la société Onati, au micro de notre correspondant Roane Piivai. Ce matin, en fait, on a procédé au tirage du câble Manatua qui a fait plus de 3000 km. Ce câble il vient de Samoa, il est passé par Niue, les îles Cook et maintenant là, ce matin, il arrive sur Bora. Ensuite, de là, le câblier va partir sur Tahiti, à Tararo.
Donc il va terminer en fait le raccordement à Taraban. Et ce nouveau système de communication à haut débit sera opérationnel à fin juin. En sport, place à la 7e nominée pour les trophées du sport 2020. Elle pèse moins de 50 kilos pour un peu plus d'1,60 m. Claudine Yuhing est un concentré de muscles et d'énergie. À bientôt 50 ans, son palmarès est juste impressionnant. Elle ne compte pas s'arrêter là. Portrait d'une athlète d'exception signée Marouki Duri et Hiyar Ipruni. Ça le fait ou pas? Après tu coupes. Ok. Petite mais puissante, c'est ainsi que l'on pourrait décrire Claudine Yuhing, haltérophile chevronnée qui a débuté il y a plus de 30 ans. Après une longue pause sportive pour fonder une famille, elle s'est remise à soulever des poids. Il y a cet appel de barre qui revient toujours et tout, et puis je me suis dit tiens je vais tenter. Moi qui aime les défis, c'est reparti et tout. Et j'ai réussi à faire les minima, punaise, et puis je fais mince alors, pourquoi pas. Ça c'est toutes les médailles, les trophées qu'on gagne à chaque fois. Suite à cette reprise, à près de 40 ans, Claudine décroche plusieurs médailles aux Jeux du Pacifique, aux Championnats d'Europe ou encore aux Championnats de France. D'ailleurs, combien de victoires au niveau national, Claudine? Je crois que c'est 11 fois. Si mes souvenirs sont bons, oui, je crois que c'est 11 ou 12 fois. Oui. Il faut que j'y compte. Je n'ai pas pensé à les compter. L'haltérophilie, c'est un mode de vie, surtout chez les poids légers. Avec l'expérience, Claudine connaît mieux son corps et adapte ses efforts. C'est difficile quand même de jongler entre régime alimentaire et puis de la force et tout. Donc cette année, je pense que je vais participer certainement dans la catégorie des moins de 49 kilos. Stratégiquement, c'est beaucoup plus simple pour moi et puis j'y suis. Là, je maintiens bien au niveau physique. Un maintien qui se fait au quotidien dans la salle qu'elle a elle-même fondée. En période de préparation, c'est 2 entraînements par jour. Il faut bien ça pour être au top. 2020, j'espère faire encore mieux. Là, c'est bien parti. Ça a l'air de bien se concrétiser au niveau des entraînements, tout ça et tout. J'ai fait un stage dernièrement avec un Turc et un Roumain. Bon, je ne cache pas que sur le vol du retour, j'ai compté mes courbatures. J'avais mal partout. Mais ouais, c'était bien. Repousser ses limites, Claudine a fait ça toute sa vie. Celle qui est aujourd'hui dans sa catégorie record woman de France à l'arraché et à l'épaulé jeté a encore la force pour durer quelques années, sans aucun doute. Une athlète qui démontre que le rêve de compétition reste à certaines conditions sans limite d'âge. Et vous pouvez voter par SMS en envoyant sport avec le numéro de votre athlète préféré au 75 75 ou en ligne, bien sûr, sur le site de Polynésie la Première. En boxe anglaise maintenant, c'est la fin d'un suspense. Le ministère des Sports a finalement accordé la délégation de service public à la Fédération de boxe anglaise de Polynésie française présidée par Ismaël Tahiata pour une durée de 4 ans. Le dossier de Tauhiti Nena qui souhaitait absolument récupérer cette DSP, un précieux sésame pour l'organisation des compétitions internationales, n'a pas convaincu la ministre des Sports, Christelle Lehartel. Et pour clore ce journal, la tradition chinoise veut que la danse du lion célèbre la nouvelle année. Vous les voyez souvent danser avec des masques devant les commerces de la capitale et pourtant, cela exige rigueur et savoir-faire. À l'origine de cette danse traditionnelle qui se perpétue, un Polynésien devenu spécialiste en arts martiaux. Il en a fait sa spécialité, cette danse du lion censée chasser les mauvais esprits. Rencontre avec Nicolas Suir et Jérôme Lee. Nous sommes au 42e anniversaire de l'Académie Jin Woo Kun, spécialisée dans les arts martiaux et la danse du lion. Charles Loh y était. Il s'est ressourcé là-bas pour mieux transmettre ce savoir à ses élèves en Polynésie. Il faut danser comme le lion, il faut aussi avoir son esprit. Alors c'est quoi l'esprit du lion? Esprit protecteur. Les danseurs sont donc investis du caractère du lion. Ils sont comme un animal, un vrai lion. C'est comme le mana, mais c'est le mana du lion. Hein. La chance. La chance, l'austérité, la paix, le bonheur.
La danse exécutée est réglée comme du papier à musique. Elle se déroule de la même manière depuis des centaines de générations. Chaque geste a sa signification. Tu vois, tu as le chasing, ensuite tu as le manger, l'enveloppe, ensuite tu as le digérer. Ensuite tu fais un tour encore dans le magasin et tout, tu reviens, tu fais le chasing, après le dernier salut. Le premier chasing, là. Le deuxième chasing, là. Troisième, là. Après chaque chasing, Le chatsing, c'est ce mouvement symbolique chassant les démons. Mais avant cela, le lion approche avec méfiance de sa proie ou de l'offrande, puis la mange et donne en contrepartie la prospérité. Quand le lion a fini de manger, de digérer tout, c'est là qu'on tape fort. Comme ça, le lion va être excité, nerveux. Pour la plupart des danseurs, incarner le lion est un honneur. Depuis tout petit, je dansais à la maison. Après, j'ai monté sur des chaises, tout. Aujourd'hui, Charles et ses équipes sont prêts à montrer l'esprit du lion. L'important, c'est de retrouver ses racines, de retrouver sa culture que nous avons perdue. Je ne me suis jamais éloigné de ma culture, de ma communauté, et je suis fier de pouvoir partager avec les Polynésiens. Peut-être même que cette équipe du Jinwukun d'Australie, qui a chuté de peu au pied du podium des championnats du monde de danse du lion, passera en Polynésie si elle a le temps. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous rappelle que demain, Marina Schneider, vice-présidente de la Commission pour la formation et la vie étudiante, sera l'invité café de votre matinale radio. Vous saurez tout sur les journées d'orientation post-bac prévues les 27 et 28 janvier sur le campus d'Utumoro et au lycée d'Uturoa le 31. Découvrez également... Avant de venir donc à la une de vos journaux, je vous rappelle l'info principale. Gaston Tong-Song dit stop au super paquebot sur l'île de Bora Bora. Au-delà de l'enjeu économique, Gaston Tong-Song tient à préserver l'environnement fragile de la perle du Pacifique et surtout à ce qu'elle reste une destination d'exception. Si le gouvernement accepte sa demande, Bora Bora n'accueillera plus que des navires de moins de 1000 passagers d'ici 2022. Et puis découvrez chez vos buralistes votre magazine de l'économie polynésienne avec en une le Fénois face à ses défis, l'économie bleue, les bons plans pour investir votre argent, le classement des plus grandes entreprises sont à découvrir dans ce premier numéro de l'année. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre le plan de Hemiti Teng pour gagner le titre Miss Chinese International. Tahiti Info, combien rapporte un touriste ? Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Heipo Avon Bastoler et Belinda Tumatariri. Très belle nuit à vous sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.